Vous êtes prêts? Oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque samedi à 11 h, nous vous proposons l'émission Les Arts locaux, où nous recevons différents artistes, des peintres ou encore des auteurs pour qu'ils nous fassent partager leurs passions et leurs idées. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Michel Philippot, formateur et conférencier, Emmanuel Philippot, donc professeur de français, d'histoire-géographie et de philosophie au lycée agricole de Gap. Et vous êtes tous les deux auteurs du livre Récits de vie, un monde à construire ensemble aux éditions 2031, édité en 2021, c'est ça? Oui. Et qui est un récit autobiographique écrit dans le prolongement de conférences gesticulées. Et autour du plateau, nous avons également Elisa, étudiante en anthropologie, et Judith, lycéenne. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Merci d'être parmi nous, d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour introduire le sujet, j'aimerais vous poser une question simple. Le sujet de votre livre, en quelques mots, on y reviendra tout à l'heure plus en détail. Mais voilà, on va dire une petite introduction du livre. Alors, oui, le titre, c'est donc Un monde à construire ensemble parce que, donc, comme vous le disiez, c'est un récit autobiographique et dans notre vie, on a compris que c'est en faisant ensemble qu'on qu'on allait plus loin. Et c'est vraiment toutes nos rencontres qui nous ont permis toutes les expériences dont on parle dans le livre. Alors c'est un récit aussi qui part, je veux dire, voilà, de notre expérience de vie. On habite à côté de la plus grosse cimenterie d'Europe, une énorme multinationale qui se met à brûler des déchets toxiques et dangereux. Et puis on va voir tout plein d'impasses dans tout ce qu'on vit. On va vivre un moment le militantisme, puis on va vivre l'autonomie complète, puis un moment dans nos vies, on va essayer de trouver un débouché politique. Et puis il y a toutes des réflexions là-dessus où en gros on se dit qu'il n'y a pas une bonne solution, mais qu'il y en a plein. Et donc, du coup, on va en parler tout à l'heure. Mais j'aimerais poser une question. Comment vous est venue l'idée d'écriture de ce livre? Comme vous le disiez aussi, c'est d'abord une conférence gesticulée pour laquelle on s'est formé en 2019. C'est un format qui nous a plu. Peut-être pour les auditeurs, en 2-3 mots, ce qu'est une conférence gesticulée par rapport à une conférence classique. Donc c'est Franck Lepage qui a mis au point ce concept en partant du constat que les conférences étaient données par des spécialistes d'un sujet. Et donc malheureusement, on mettait de côté toutes sortes de gens qui pouvaient être conférenciers parce que tout simplement, ils ont des choses à dire. Pas parce qu'ils ont fait des études poussées sur le sujet, mais tout simplement parce que l'expérience de leur vie les a amenés à se renseigner sur un sujet, ce qui est notre cas, puisque comme le disait Michel, nous, le point de départ, c'est cette cimenterie qui s'est mise à brûler des déchets toxiques et dangereux à côté de nous, ce qui nous a permis d'être, pas spécialistes, mais en tout cas de nous y connaître sur la question de déchets toxiques dans un premier temps, et puis de l'alternative au ciment, avec les matériaux crus en construction, comme le bois, la terre, la paille. Et donc, on donnait d'abord des conférences classiques depuis plusieurs années. Et on s'est dit que là, on ouvrait le public en passant par le format conférence gesticulée. Et pour répondre à la question du livre, le livre a aussi été une commande. En fait, oui. On nous a demandé d'écrire un livre. Voilà. Et donc, dans ce livre, il y a du coup plusieurs chapitres. Je peux les nommer, puis on va y revenir plus en profondeur. Donc, il y a une idylle perturbée. La militance, impasse ou traversée, l'autonomie, joie et écueil, et la politique, dégoût et espoir. Alors j'aimerais qu'on fasse une petite on va dire description, qu'on aille plus en profondeur dans chaque partie. Je pense que c'est une bonne chronologie justement. Alors dans le premier chapitre, une idylle perturbée, c'est ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. C'est on va dire une mise en situation des difficultés de la réalité pour la construction d'un habitat justement et des enjeux écologiques et les possibilités de s'en échapper. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que ça arrive au moment où on est installé dans la maison qu'on vient d'acheter, donc il y a l'aspect nid. En plus, Elisa est pas très âgée, elle a
Il a 1 an, un peu plus. Et donc, on pense que ça y est, le bonheur est là, jeune vie de famille, des boulots qui nous plaisent. Et puis, c'est là qu'on reçoit le fameux courrier de la cimenterie qui a l'obligation de prévenir les riverains de son projet industriel. Et donc, on apprend dans notre boîte aux lettres par un courrier qu'ils vont valoriser des combustibles de substitution. Donc, en gros, ils demandent un permis auprès de la commune dans laquelle on vivait pour se mettre à brûler des déchets dangereux et toxiques. Donc là, première implosion. Et c'est toute l'histoire aussi d'une série de chocs, c'est-à-dire qu'au départ, on ne sait pas trop ce que c'est, puis on fait des carottages dans le jardin, parce que mon frère était docteur en géologie, et puis on découvre qu'il y a du plomb, qu'il y a plein de métaux lourds dans le jardin. Nous, on était très écolo déjà, on avait notre petit potager, on avait tout ça. Écolo, pas dans le sens politique du terme, mais... dans le sens d'aimer cultiver, d'aimer avoir des choses pour soi, de la nature. On allait à l'école à vélo, moi en tout cas. Et c'était notre première maison, notre premier nid. Donc moi en fait j'avais faisais des petits pots pour Elisa qui était toute petite. Donc c'est tout un univers qui s'écroule devant nous parce qu'on se dit on essaye de bien faire parce qu'on était vraiment dans une simplicité écologique de bien faire, de se nourrir de nos légumes, etc. Et puis on arrive devant un truc, oui mais nos petits pots sont pollués, voilà. Et puis il y a même à un moment des médecins qui nous disent ouais mais bon faut pas leur donner des et puis c'est c'est de fait en fait qu'on arrive à se dire oui c'est un problème voilà. Donc tout la base on va dire de votre chemin, tout par de là, justement la dangerosité, la toxicité justement de l'environnement avec un enfant qui vient de naître. Voilà. Donc là, c'est tout dont on est responsable et on veut le meilleur pour lui forcément et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait pour la protéger quoi. Donc dans un premier temps on se bat contre le projet en espérant que la commune va refuser. Il faut préciser que si notre sol était déjà pollué, c'est que cette cimenterie brûlait déjà depuis 1997 des déchets banals. C'était déjà des carcasses d'automobiles, des pneus, ce qui explique qu'on avait déjà du plomb dans le jardin. Et là, ils allaient passer à une échelle supérieure en demandant de brûler des déchets toxiques et dangereux. Donc ça allait être pire de toute façon. Et c'est vrai que dans un premier temps, on essaie de se battre contre le permis. Et en fait, tout notre livre a raconté à la fois, on est face à un événement de notre vie et comment on réagit. Mais on aurait pu réagir de 1000 manières différentes. Oui. C'est-à-dire, on aurait pu ce papier dans la boîte aux lettres, ne pas le voir, être dans le déni, et on comprend toutes les réactions. Oui. C'est ça toute notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, on est de nouveau en ville, parce que voilà. Mais il y a plein de moments dans notre vie, on monte, là on a été jusqu'au bout d'une certaine logique parce qu'aussi on a nos histoires. Emmanuel avait eu sa maman qui était morte tu peux parler de toi-même de ça quoi. Oui, moi c'est vrai que ça a fait écho à un épisode de ma vie, un des plus douloureux de ma vie, puisque maman est décédée en 1988 après s'être battue 2 ans contre une leucémie, et c'était après donc elle a été malade en 86 après l'événement de Tchernobyl. Et moi c'est vrai que j'ai grandi avec ces deux faits, catastrophe environnementale et cancer, et là on nous annonçait que s'il brûlait ça allait augmenter les cancers notamment chez les enfants. Donc moi c'était impossible en fait ce qui nous attendait. Et après ce qu'il y a c'est que dans notre combat ça a été un peu de pire en pire, c'est-à-dire qu'on a rencontré des enfants malades, beaucoup d'enfants malades, beaucoup de parents d'enfants malades venaient frapper à la porte, et puis il y avait des familles où il y avait 3 enfants malades, c'était vraiment quelque chose de très fort, et puis ça a été le dégoût de plein de choses à ce moment-là, autant au niveau politique, parce qu'on voit pas les politiques réagir du tout, et puis on essaye de faire des choses, et puis on voit toute la tractation d'un monde, et puis nous on avait envie, moi j'étais à un moment de ma vie où j'adorais, j'écoutais depuis des années des adolescents de 18 ans, ça faisait 10 ans que je faisais ça, j'écoutais les grandes questions de vie. Donc je leur demandais comment ça va. Et cette question, en fait, c'était ça qui construisait mon cours, mais plutôt sur des questions existentielles. Oui, parce qu'on était profs. On était profs tous les deux. Et plutôt, moi, pour des questions existentielles. Donc voilà. Et donc, après, je les amenais sur des grandes questions de vie. Et puis, souvent, à un moment, il y avait aussi le faire.
Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et puis j'étais interrogé, oui, mais monsieur, vous dites, voilà, mais vous, est-ce que vous êtes en adéquation avec vos vies? Et moi, j'avais envie à un moment d'aller jusqu'au bout, et c'est ça qui m'a amené un jour à partir, quoi. Mais est-ce que la militance, c'était bien? En tout cas, nous, ça a été une expérience enrichissante, parce que c'est clair qu'on a eu plus de 500 personnes dans la rue, on a réussi à faire des petits comités de quartier, on avait une trentaine, on a créé nos propres médias, on a fait une émission communautaire qui a été vue à des centaines de millions de vues, de milliers de vues. Millions, hein, carrément, millions. Non, des centaines de milliers de vues, parce que je veux dire, voilà, on a fait une émission avec, on a co-créé une émission tous ensemble, donc c'était un moment super fort. Et à un moment aussi, être contre dans la vie, quoi. Un jour, on a voulu passer à autre chose. Mais là, c'est peut-être un autre chapitre. Ouais, du coup, on arrive au chapitre suivant. Mais je voudrais revenir sur une phrase qui m'a marqué. Et je pense que c'est une phrase importante. Du coup, je vous cite. Hein. Vous parlez de l'idée de distinction entre un projet de capitalisme vert et un projet d'écologie populaire. Du coup, à l'époque. Moi, j'ai beaucoup à dire. Non, mais c'est la première réflexion importante, je trouve, à ce moment-là. Donc, on était encore en Belgique à ce moment-là. C'est quand on veut restaurer notre maison qu'on a achetée et en tout bon petit écolo, encore une fois, pas dans le sens politique du terme, mais qui veut bien faire par rapport à l'environnement, on veut restaurer cette maison de façon écologique. Et on s'y connaissait pas du tout à l'époque, donc on va d'abord se renseigner dans un magasin de vendeurs de matériaux écologiques. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus cher, notamment pour l'isolant. On voulait utiliser, donc on nous propose la laine de lin, mais qui est beaucoup plus cher. Donc, dans un premier temps, on en met moins. Sauf qu'à l'époque, on n'a pas du tout cette réflexion de si on en met moins, ce sera moins isolé, donc on va plus chauffer notre bâtiment, donc c'est pas du tout écologique. Alors, ce livre est extrêmement autodérision, parce que je veux dire, on se fout de nous, parce que je veux dire, on achète de la terre à 500 € le Big Bag, et puis en fait, on défait la tapisserie, on voit qu'il y avait de la terre dans notre maison, quoi. Bon, ça, c'est des sketchs d'abord qu'on fait en conférence gesticulée, mais c'est vraiment une autodérision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée des matériaux bio, plus cher, et aujourd'hui, quand les gens se nourrissent bio, etc., c'est beaucoup plus cher que dans le temps où tout le monde mangeait bio, quoi, je veux dire. Et c'est la même chose dans la construction, les gens, ils s'auto-construisaient une maison, etc., et aujourd'hui, je veux dire, même la merde, elle est chère, et alors, quand on veut avoir des matériaux bio, ils sont 10 fois plus chers que le reste. Et c'est là qu'aujourd'hui, il y a toute une réflexion, effectivement, que l'autonomie, quand on se fait des légumes de son jardin, ou quand on fait ça, mais ça prend du temps, évidemment, mais c'est toute une réflexion, c'est qu'est-ce qu'on veut, quoi. Et aujourd'hui, il y a un marché derrière tout, derrière les derniers matériaux bio, etc. Et c'était notre première découverte. Alors après, nous, on en a fait une théorie un peu plus tard, mais c'est vraiment... aujourd'hui, on culpabilise beaucoup les gens. Et on n'arrête pas. Il y a des gens qui n'ont pas le choix de pas manger bio, quoi. D'acheter au Lidl, d'acheter de la merde, ils ont quasi pas le choix, parce qu'ils n'ont pas le temps de faire un jardin, ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Et tout ce livre... Et les prix aussi. Et les prix. Et les prix. Et donc nous, c'est une déculpabilisation de tout à tout moment qu'on essaye de faire avec les gens pour construire quelque chose, parce qu'on réagit là où on peut y être. Et c'est aussi, on se fout de nous dans toutes les postures qu'on a, parce qu'on se dit, les gens avant, ils prenaient la terre de leur jardin, ils les mettaient sur les murs, et aujourd'hui, tu vas l'acheter à 500 € parce que c'est la com, c'est la pub, c'est tout ça. On a quand même fait venir de la terre de Turquie, quoi. Ouais. avant de savoir quelques années plus tard, parce que quand on arrive après dans notre petit village, on a construit en bois terre-paille, et là, on a utilisé la terre sur place. Mais en Belgique, on a fait faire quand même venir de la terre de Turquie, quoi. C'est pour vous dire le cheminement. Ouais. Mais justement, tu parles de cheminement et Michel parlait de réaction. Le prolongement logique, c'est prise de conscience de problématiques. Et ensuite, on arrive à justement une réaction et le militantisme, justement. Alors, il y a une phrase qui m'a marqué pour ce deuxième chapitre. Donc la militance, impasse ou traversée, c'est justement cette distinction où vous n'êtes plus contre, mais vous êtes dans une direction pour le pour, justement, quelque chose de plus, on va dire, plus, pas optimiste, mais on va dire plus constructiviste.
C'est ça, ouais. Mais on a essayé de transformer ce contre parce que c'est vrai que militer pendant 3 ans, être contre pendant 3 ans, c'est très très énergivore. Et moi personnellement, j'étais pratiquement en dépression. C'est ce que je dis aussi dans la conférence gesticulée. Après 3 ans de pétitions, de manifestations et de réunions, j'étais pratiquement en dépression. Mais parce que oui, il était temps, en tout cas pour moi, qu'on passe à une phase constructive dans tous les sens du terme, puisqu'après on s'en va vraiment dans la construction, qui n'est pas notre domaine au départ, puisqu'on était prof, mais on s'est mis à se renseigner sur l'éco-construction, puisque comme on n'avait pas réussi à prendre de face cette multinationale cimentière, on s'est dit comment transformer ça positivement. Bien, on va proposer une alternative au ciment, en proposant de construire autrement. Et c'est là qu'on est passé à une phase positive. Mais c'est vraiment un positionnement. Dans la vie, on a des positionnements différents. On vit quelque chose, on peut être dans le déni, on choisit le déni ou voir la réalité. Et puis à un moment, on voit une réalité qui est difficile, on peut être contre. Et à un moment, c'est important ce moment-là. Et puis on peut aussi être pour. Mais il n'y a pas de bien ou de mal. C'est simplement, on a des positionnements différents. Et puis c'est vrai qu'à un moment, nous, de manière constructive, c'était beaucoup plus intéressant pour nous de tout quitter et d'essayer de créer quelque chose pour être pour et puis pour créer du positif, quoi. Ouais. Parce que c'était épuisant. Mais moi, je comprends tous les moments, quoi. C'est-à-dire, à un moment, on fait du conflit parce qu'on réalise quelque chose, et puis à un moment, on construit quelque chose de positif. Et à la fois, l'objectif, quand même, c'est de créer c'est d'essayer à sa place où on peut être, de créer des choses positives, quoi. C'est d'être heureux. Et puis oui, là, on a fait en fonction de qui on était, des histoires qu'on avait chacun, et de nos possibilités. On a eu aussi cette chance de pouvoir partir. C'est pas donné non plus à tout le monde de changer de vie et de tout quitter, quoi. Et donc là, du coup, vous êtes partis ? Oui. Entre-temps, vous avez fait un voyage en vélo, c'est ça ? Durant 37 jours. 37 jours. En fait, on est parti, on a été s'installer donc depuis la Belgique dans le sud-est de la France, dans un petit village écologique qu'on avait découvert en vacances, et on a décidé de s'y installer. Mais c'est vrai qu'on avait une location dans ce village beaucoup plus tard que la vente de la maison, c'est-à-dire qu'on a vendu la maison beaucoup plus rapidement qu'on ne le pensait. Cette maison autour de laquelle on avait quand même fait de la mauvaise publicité juste à côté de la cimenterie, mais finalement on a réussi à la vendre sans mentir aux gens. Et donc on avait plus d'1 mois devant nous et on n'avait pas envie de loger chez les amis, dans la famille, parce qu'on avait cette idée de partir, et donc a germé cette idée d'arriver dans ce village lentement. Et c'est de là qu'est né, pourquoi pas, le vélo. Les enfants étaient nés ? Oui. Alors là, Judith était née parce qu'elle avait 5 mois lors du voyage à vélo, et puis Lisa, elle avait 3 ans et demi. Voilà. Et du coup, tu te souviens des petits souvenirs de ce voyage ? Alors moi, très peu. Bon, du coup, c'est surtout avec les photos, parce que j'ai des souvenirs, mais plus par rapport aux histoires qu'on m'a racontées. Mais sinon, non, très peu. Judith... Et Judith encore moins, puisqu'elle elle avait 5 mois le jour du départ. Ah oui, 5 mois. Ouais. Alors on va effectuer une première pause musicale, si vous le voulez bien. Alors je vous avais proposé de choisir 3 chansons, et donc vous avez choisi en première chanson Mickey 3D, la chanson Respire. Pour quelle raison ? Alors en fait, donc on a créé une émission communautaire. Alors c'était déjà vraiment dans une dynamique que j'ai plus tard de construction avec tout le monde. En fait, il y avait une TV, et moi ça me fait penser à KTB Radio. Eh bien, c'est une TV qui proposait aux gens de co-construire leur émission, quoi. Alors c'était une télé locale. Ils étaient subventionnés, ce que vous n'êtes pas assez, quoi. Pas encore. Voilà. Et donc c'était un outil populaire, quoi. Et c'est-à-dire que avec tous les citoyens, on s'était mis, on a construit le script, donc ils nous donnaient des budgets quand même, tu vois. Et puis après ça, on construisait qui on allait interviewer, et puis on construisait l'émission de A à Z. Donc vous voyez le boulot qui est fait avec les citoyens. Et à la fin de cette chanson, le générique choisi à la fin, c'était Il faut que tu respires. Et il y avait un stade d'athlétisme juste en face de la cimenterie qui crachait des déchets toxiques et dangereux. Et ça se finit devant quelqu'un qui fait du sprint. Et il est là coupé, et il y a la grande cimenterie devant, et on dit il faut que tu respires, quoi. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, on voit des petits vols d'abeilles. On avait filmé les choses de manière superbe. Et il y a d'abord eu un prix à cette émission communautaire qui s'appelait
une mauvaise idée, parce que c'était la phrase d'un scientifique américain qu'on avait fait venir. Mais c'était magique, ce moment de co-construction avec tout le monde, et puis il faut que tu respires, voilà, ça fait penser à ça. Et on va respirer avec Mickey 3D, nous sommes de retour sur KTB Radio. Il y a des chansons. Retrouvez-nous tous les mardis à 14h dans l'émission Parlons Musique, un moment ensemble où nous découvrirons des artistes locaux. Ce mardi 28 novembre, nous recevons plusieurs artistes de la même famille, la Mourard Family, qui va vous donner envie d'en faire partie. Parlons Musique, c'est sur KTB Radio. Que l'on connaît par cœur, qui font que ce qu'on nous impose. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain. C'est pas joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires, il faut que tu respires. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Michel Philippot et Emmanuel Philippot, co-auteur du livre Récits de vie, un monde à construire ensemble aux éditions 2031. Et donc c'est un récit autobiographique écrit dans le prolongement de conférences gesticulées. Et également Elisa, étudiante en anthropologie, et Judith, lycéenne. Alors dans la première partie, on a parlé des
les 2 premiers chapitres. Et j'aimerais qu'on aborde justement le troisième chapitre, tout simplement, qui s'appelle l'autonomie, joie et écueil. Alors dans cette partie, vous abordez l'idée de compostage au début. Oui. Ouais. Justement, je voulais avoir votre impression par rapport à ça, avec des déjections humaines lors de la conférence. Oui, en fait, quand on est arrivé à Éour, dans ce village des Hautes-Alpes, on a proposé très vite une formation découverte, en s'inspirant de notre propre expérience de changement de vie. On s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui avaient envie de changer de vie, et on les accueillait 1 an afin qu'ils découvrent les 2 fondamentaux de l'autonomie, se loger, se nourrir. Donc ils avaient des ateliers autour de l'éco-construction. Nous, on était en train de construire notre maison en bois terre-paille, mais aussi il y avait tout un pan autour de l'autonomie alimentaire, et évidemment le jardin, la permaculture, et d'autres ateliers comme le compost, effectivement, puisque nous, très vite, on a eu cette idée d'avoir des toilettes sèches. Et on compostait le contenu de nos toilettes sèches, quoi. Alors moi, je vais répondre à ta question. Mais le compost, pour moi, c'est tout un symbole. C'est-à-dire que même à partir de nos merdes, c'est-à-dire de nos déchets alimentaires, de ce qu'on peut faire, on peut faire quelque chose de positif. Dans n'importe quelle situation, il y a quelque chose d'extrêmement important qui peut naître. Et on sait que, je veux dire, derrière un compost, eh bien, à un moment, c'est ça qui crée l'humus. Et c'est là-dedans simplement que peut se développer la vie. Parce que voilà, aujourd'hui, on est à un monde où on a éliminé de plus en plus de compostage. C'est-à-dire qu'en gros, les champs, on est obligé de les faire sans végétation, on retourne la terre, etc. Ce qui a diminué énormément le taux de CO2 des champs dehors, parce qu'ils sont plus végétalisés. Et aujourd'hui, il y a des méthodes qui viennent pas spécialement de la gauche. D'abord, c'est très intéressant parce qu'elles viennent plutôt de la droite. Et elles viennent plutôt même de la coordination rurale, des milieux, voilà, où ils sont sur la question de ce qu'on appelle le recouvrir les sols. Et pourquoi ? Parce que ça décarbone le sol. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a tout un combat entre des gens qui se disent, qui sont plutôt, je vais dire, pour remettre ça, mais d'un autre côté, comment on fait avec les advents, avec toutes les mauvaises herbes, qui seraient des mauvaises herbes. Là aussi, c'est toute une réflexion, parce qu'à partir des mauvaises herbes, justement, on peut créer quelque chose d'extrêmement positif. Et moi, c'est un symbole, cette question du compostage, c'est que toutes les difficultés qu'on a dans nos vies, toutes les difficultés qu'on vit, on peut les transformer en quelque chose de positif. Voilà, et ça peut nourrir des choses, quoi. Et c'est vrai que tous les déchets alimentaires, ça peut faire, je veux dire, véritablement germer la vie, quoi. Sans compter le sens qu'il y avait derrière ce grand compost, puisque non seulement on compostait nos déchets verts, mais aussi le contenu de nos toilettes sèches, avec cette symbolique que l'eau, qu'on appelle l'or bleu, qui tend à disparaître, et on doit faire attention à cette eau qui est primordiale pour la vie humaine, et pas que d'ailleurs. Et avec des toilettes sèches, on économise cette eau. Et puis cet humus dont tu viens de parler, qu'on arrive à reconstituer grâce au compost, et qui lui aussi tend à disparaître, cette terre végétale importante. Et l'humus, c'est devenu l'or brun, comme l'eau est l'or bleu. Après, moi, je reprends ton mot, parce que je ne suis pas d'accord avec quand tu dis « on doit ». Nous, oui, bien sûr. On essaye de montrer un symbole, et c'est simplement pour essayer de faire découvrir d'autres mondes possibles, c'est tout, quoi. Alors, vous avez rencontré quelques difficultés financières durant ces moments, et vous avez adopté une vie un peu plus, on va dire, plus simple, et vous avez proposé également des chantiers participatifs. Oui. Pour construire notre maison d'abord. Faut savoir que nous, on est arrivés dans ce petit village, on vivait dans les premières années avec l'argent de la maison qu'on avait vendue en Belgique, mais voilà, c'est parti très très vite, puisqu'on avait des loyers à payer avant que la maison soit construite, on a payé le terrain, on a acheté le terrain, au départ c'était pour les matériaux, etc., mais très vite on n'avait plus rien. Et c'est vrai que donc dans un premier temps c'était économique, mais très vite on s'est rendu compte que cette façon de faire, de construire en chantier participatif, c'est-à-dire le principe c'est d'accueillir des gens qui viennent découvrir et qui viennent apprendre, donc là en l'occurrence à construire, et en échange ils sont logés, nourris.
Donc c'est toute une dynamique super chouette parce qu'on rencontre plein de gens intéressants. Ça nous permet de voyager en restant sur place parce que les gens venaient de partout en France. Alors, pour dire un peu la vie qu'on a à l'époque, c'est que voilà, on n'a plus rien. On vit avec 300-400 euros par mois maximum, quoi. Même c'était 247 qu'on recevait, donc voilà. Et pourtant, on a bien vécu. C'est-à-dire qu'on vivait en caravane d'abord dans un premier temps, une caravane qu'on avait eue gratos, et puis on a pu construire, parce qu'on est dans une commune où c'était possible, on a construit tout à partir des matériaux de la nature. C'est-à-dire qu'on allait chercher le bois dans la montagne, on allait chercher le gravier dans la montagne, on allait chercher, on construisait tout avec des ballots qu'on avait été nous-mêmes ramassés sur chantier, avec la terre du lieu. On a tout construit avec tout ce qu'on avait, tout ce qui nous entourait, et c'était la même chose pour le jardin. C'est-à-dire qu'on reprenait nos graines, on partait tout de l'autonomie, mais ça, plein de gens étaient intéressés. Et donc, au départ, on a fait quelques petits... Voilà, on faisait du woofing, et puis etc. Et puis, à des moments, on s'est retrouvés à 10, 12, 15 pendant le mois de juillet et le mois d'août, parce que des gens venaient de partout découvrir cette autonomie, comment on pouvait faire autrement, comment... Et moi, ça m'a appris un truc formidable. Parce qu'aujourd'hui, parfois, je me dis, je suis revenu en ville à dire que j'ai vécu un moment de l'autonomie, et j'ai pas mal vécu, on a pas mal vécu. Même s'il y avait des angoisses qui sont venues à plein de moments, parce que on arrivait à vivre avec l'argent qu'on avait sans dépenser plus, avec 500 euros par mois maximum, quoi. Mais c'était enrichissant, plein de gens venaient de partout, il y avait quelque chose de super riche. Alors on pouvait pas trop bouger, voyager, on partait en stop quand on devait partir, voilà, et on faisait des petits pots au lieu d'offrir des cadeaux, on allait chercher la châtaigne, on faisait des petits pots de châtaigne, on faisait des petits pots parce qu'on n'avait pas cet argent dans la relation aux autres, mais ce qu'on pouvait faire là-bas sur place, c'était formidable, quoi. Il y avait plein de gens qui venaient, c'était une dynamique, voilà, il y avait une vie de folie, quoi. C'était, voilà. Et les filles, ce serait intéressant de les interroger à ce sujet-là, mais je pense qu'elles n'en ont pas souffert non plus, elles n'ont pas dû comprendre. Justement, au début, quand on était en primaire, c'était tout beau, tout rose, parce que tout le monde était un peu dans la même dynamique. Tous nos amis avaient plus ou moins la même façon de vivre. Par contre, quand on est arrivé au collège, c'est vrai que là, on a vu une très grosse différence, en tout cas pour ma part, parce que c'est vrai que, par exemple, avoir des toilettes sèches ou... être très loin, ne pas avoir forcément des habits neufs, ne pas manger forcément comme les autres, voilà. Ça a fait quelque chose... Ne pas avoir de téléphone. Ouais, on se sentait un peu anormal, et c'est vrai que dans un premier temps, on cachait beaucoup cette partie de nous, et on n'en parlait pas forcément et tout, parce que sinon il y avait des moqueries, ou même, je sais que même encore au lycée, il y avait des gens qui disaient « Ah, t'as des toilettes sèches » et tout ça, c'était quand même quelque chose... Après, qui était plus irritant, surtout moi au collège, je l'ai vécu de manière plus compliquée, mais sinon, c'est vrai que en primaire, ça s'est super bien passé. Et toi, Judith ? Moi, c'est un peu la même chose dans le sens où c'est vrai que toutes mes années de primaire, j'en garde des souvenirs vraiment formidables, et je sais que j'aurais jamais rêvé mieux comme enfance, en tout cas, et parce que le fait d'être toujours dehors, avec partager, nous aussi, en fait, on faisait tout nous-mêmes, on fabriquait des cabanes et on était toute la journée dehors et puis on rentrait le soir voir nos parents. C'était vraiment, on était hyper autonomes et tout ça. Mais c'est vrai que oui, après au collège, j'ai eu aussi... Mais c'était un sentiment de honte, mais en même temps, qui combattait avec cette partie de moi-même qui disait, non, tu dois pas avoir honte de ça, t'es heureuse là-bas, mais il y avait quand même... On avait par exemple un camion. Et je me rappellerai toujours, où un jour on devait partir en sortie de classe et mes parents devaient m'emmener. C'est une crise d'angoisse que j'ai fait parce que j'avais tellement honte, je ne voulais pas que mes parents m'emmènent en camion, et j'avais tellement qu'on s'est garé à un parking avant et on est allé à pied. Mais en même temps, c'était un sentiment de... voiture pour rave, quoi. C'est pas le fait d'un camion, quoi. Mais il y avait en même temps ce sentiment de honte par rapport à la différence que j'avais par rapport aux autres, mais aussi un sentiment de honte de moi-même, honte de mon comportement, de renier mes parents et tout, où j'étais vraiment en combat avec moi-même en comprenant pas pourquoi j'agissais comme ça. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui créait mes angoisses, parce que j'osais pas du tout dire à mes parents j'ai honte de ça, parce que je voulais pas qu'ils le prennent mal ou quoi, et que en même temps j'acceptais même pas d'avoir honte de tout ça. Voilà. Alors Emmanuel, durant ce chapitre, tu parles d'un petit événement qui s'est déroulé avec Maria, oui, et les baies.
Je pense que c'est important, ça, du coup, pour toi. Oui. Oui, ben, c'est vrai, on en parlait encore hier, que de toutes les décisions qu'on prend dans la vie, il n'y a pas un seul élément déclencheur, il y en a plusieurs, et avoir choisi un moment de vivre de l'autonomie, c'est vrai que cet épisode avec Maria, qui est roumaine, et qu'on a d'ailleurs rencontré en Roumanie, Michel et moi, lors d'un voyage, je sais que la Roumanie, parce que c'était dans les Carpates, donc c'était montagneux, je sais que cet épisode en Roumanie a fait certainement partie d'un des nombreux éléments qui m'ont fait choisir ce village dans les Hautes-Alpes, parce que j'étais attirée par la montagne. Et donc Maria et son mari, qui sont venus à notre mariage en Belgique, c'est la première fois qu'ils quittaient leur pays. Donc ils logeaient à la maison, et un jour on est parti se balader, et Maria s'est mise à cueillir des baies rouges. Et nous, depuis qu'on est tout petit, on nous dit attention aux baies rouges, c'est du poison. Et donc, arrivée à la maison, elle m'a demandé un poêlon, de l'eau, et elle a fait cuire, et elle nous a proposé cette tisane à base de baies rouges. Et moi, j'ai eu très peur de boire ça, parce que je me dis, mais si ça tombe, c'est pas les mêmes baies en Roumanie, elle doit confondre, et on va être empoisonné. Et donc, je fais part de mes angoisses à Michel, qui essaie tant bien que mal, parce qu'il parlait pas très bien français. Et Michel non, les Roumains. Et donc, elle finit par comprendre que j'ai peur, et elle me demande de lui ressortir les boîtes de tisane qu'on lui avait proposées au petit déjeuner le matin. Donc, je les sors, et en fait, je me rends compte qu'il y avait une tisane d'églantier. Cynorhodon. Voilà, donc, et on voyait sur cette boîte les fameuses boules rouges qui étaient des cynorhodons. Et donc, on compare et on regarde, et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est la même baie, donc on ne devait pas avoir peur. C'est ce qu'on prenait voilà, en tisane achetée au supermarché. Et donc, elle finit par nous dire... Et oui, vous en avez, enfin avec ces mots, hein, vous en avez autour de vous, et vous achetez au supermarché. Donc en fait, c'est ma première prise de conscience sur l'autonomie, où on achète des choses qui parfois nous entourent, et on ne sait pas comment se les réapproprier, et voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est parce qu'on a mis en place et ce qu'on a vécu. Mais là, je parle aux téléspectateurs, aux auditeurs, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas s'imaginer les univers qui s'offrent à nous. On a construit une maison avec 5 000 € de matériaux, mais dont, à un moment, c'est l'éolienne qui prend le plus, c'est les batteries pour l'éolienne. Parce que je veux dire, sinon, la maison, on l'a construit pour 500 €, quoi. Je veux dire, c'est le bois, la paille, tout ce qui nous entourait. On peut manger pour rien. On peut avoir tout un espace d'univers qui s'ouvre, et où on peut vivre avec quasi rien. Et moi, ça m'a ouvert des possibles dans ma tête, de choses que jamais on imagine, même théoriquement, quoi. C'est-à-dire qu'en général, tu te dis, bah oui, le mec, il a fait une maison pour 100 000 €, c'est super, quoi, tu vois. Ben non, tu peux faire ça pour 500, quoi. Je veux dire, bon, avec l'électricité, oui, 5 000, quoi, mais je veux dire... Et c'est vraiment plein de choses qui s'ouvrent à toi, que tu te dis, mais c'est pas possible. Et alors, nous, on a vécu énormément aussi, parce qu'il y a toute une période où on n'a pas encore nos légumes, et on mangeait énormément de plantes sauvages, quoi. Je veux dire, on avait une trentaine ou une quarantaine de plantes sauvages qu'on savait lesquelles cultiver, etc., quoi. Et puis donc on a transmis tous ces savoir-faire lors de cette formation découverte Sens et Autonomie, dont je parlais tout à l'heure, qui est la première formation qu'on a donnée dans notre association. Et c'est vrai que j'introduisais toujours ces ateliers par l'anecdote de Maria, quoi, parce que... Ouais. Et simplement parce que là, c'est encore nos auditeurs, c'est pas du tout une leçon qu'on dit. Aujourd'hui, on vit pas avec les plantes sauvages, non. On fait pas du tout ça. Mais c'est des moments où on expérimente des choses et on trouve ça super riche et super chouette de pouvoir échanger, parce qu'on sait pas demain quel sera le monde, et c'est montrer que plein de choses sont possibles, quoi. Tu parlais de l'association. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu de l'association ? Oui, alors l'association Les Uns, on l'a créée en 2007. Donc c'est Lien, Enseignement, Sens et Autonomie. À l'époque, oui, parce d'accord. qu'aujourd'hui, elle a gardé le même acronyme, elle ne veut plus dire la même chose. Oui, donc on l'a créée en proposant d'abord ces formations, et après quelques années, on a même proposé une formation diplômante sur la construction en terre, parce qu'avec toutes les années, notre expérience, enfin je passe pour aller vite, mais pour faire vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu écologique derrière la construction en matériaux crus.
parce que ça émet beaucoup moins de CO2 que la construction traditionnelle. Rien que le ciment, c'est 6% des gaz à effet de serre. Donc, si on agit là-dessus, on peut on peut jouer sur 40% des émissions de CO2. Donc, on s'est rendu compte à quel point c'était un enjeu colossal. Et donc, on a proposé cette formation délivrant un diplôme, un titre professionnel maçon du bâti ancien. C'était une formation d'1 an. Et voilà. Mais finalement, c'était une formation complètement prise en charge par la région PACA. Mais ça, c'est après, c'est dans le chapitre après. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, la formation, l'association LESA existe encore, mais elle ne propose plus exactement les mêmes choses. Et toi, de ton côté, Michel, tu as été, durant cette période, tu as été formateur, c'est ça? Architecte. Qu'est-ce qui se passe? C'est que d'abord, je vis complètement de l'autonomie, puis il y a plein de gens qui viennent pour découvrir un peu ce qu'on fait, et puis à un moment, j'ai voulu me former. Et en me formant de formation en formation, il y avait une émergence de la question de la construction en paille, et puis moi, je me suis intéressé, j'ai fait des formations de formateurs pour la construction en paille, qui aujourd'hui est... En fait, on est parti de cette expérimentation complètement folle à se dire que toutes ces choses-là sont possibles aussi pour la France, mais d'une manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus encadrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut construire en bois, en terre crue, en paille, je vais dire, mais des immeubles. Je veux dire, ce qu'il faut savoir aussi, c'est par rapport à ce qu'on est en train de raconter, c'est que 50% des habitations dans le monde en 1980 sont en terre. Je vais dire, et donc là, la construction en paille, aujourd'hui, il y a des immeubles de 7 étages et on pourrait isoler, puisque c'est un isolant, on peut isoler des bâtiments de n'importe quelle hauteur en paille. Il y a des bâtiments publics, il y a des écoles, etc. Et donc en 2012, c'est le grand tournant de la paille. Il y a plein de gens qui ont fait ça en autoconstruction et puis on lance des règles professionnelles. Et je suis cette formation de formateur pour former les architectes, etc. par la suite, à la question des règles professionnelles. Moi, j'avais un binôme avec moi, on avait un binôme qui était beaucoup plus dans la pratique. Bon, j'ai quand même construit plusieurs maisons, mais moi, c'était par l'expérimentation que je l'ai fait, mais moi, c'était pour la connaissance des textes juridiques, de la philosophie, de la diminution des gaz à effet de serre possible, et donc je formais sur toute cette question-là avec un binôme qui était plutôt dans les gestes techniques, pratiques, et on a formé donc des artisans, plein de gens, des architectes et des ingénieurs à la question de la construction en paille. Donc là, on arrive au 4e chapitre, c'est bien ça. Donc la politique, dégoût et espoir. Et donc là, vous abordez l'idée de manière plus politique, les problématiques, les incompréhensions et les hypocrisies aussi politiques. L'hypocrisie, c'était surtout au départ quand on a quitté la Belgique et que on a été un peu manipulé par les élus qui nous avaient d'abord dit dans un premier temps on dira non aux déchets toxiques et qui ont fini par dire oui. Donc c'est vrai, quand on arrive dans notre petit village, on veut plus entendre parler de politique, on veut faire par soi-même, on se dit que ça sert à rien d'attendre les décisions des élus, qu'il faut partir par la base, un peu en mode colibri là, à la Pierre Rabhi. Et puis quelques années plus tard, on se dit que c'est pas suffisant, que c'est même un peu égoïste de vivre dans notre coin, faire notre potager, construire notre maison, alors que tout s'écroule autour de nous. Et on est prof à la base et on est toujours dans cette dynamique de vouloir transmettre et que ça essaime le plus rapidement possible parce qu'on est déjà en train de se prendre un mur écologique. Et on se rend compte, en plus, comme je le disais tout à l'heure, sur ce domaine de prédilection qu'est l'éco-construction, qu'en plus d'être une alternative au ciment, ça c'était notre point de départ, est aussi une réponse efficace face au dérèglement climatique. Et on est en 2016, on est avant les élections présidentielles, et on se dit, même si on était dégoûté de la politique il y a 10 ans, là je pense que c'est notre rôle aussi en tant qu'associatif d'interpeller les principaux candidats à la présidentielle pour leur parler de cette question de la construction et des enjeux climatiques. Et là, c'est en les interpellant qu'on a une réponse. Alors moi, la dynamique, elle va au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au départ, on se rend compte pour soi que on répond au monde en se mettant, je veux dire, par rapport à la crise climatique, par rapport à la question écologique, etc. Et puis on se dit, mais la crise, elle est mondiale, si on ne trouve pas une solution. Et moi, je prends conscience des enjeux climat derrière ce qu'on est en train de mettre en place. En fait, la construction, c'est 40% du CO2. C'est-à-dire l'acte de construire
et de chauffer une maison, tout l'acte d'aller chercher des matériaux, de les cuire, après ça, de les mettre dans une maison, et après ça, de faire vivre une maison, bah, tout ça, tout ce cercle-là, c'est 40% du CO2. En gros, chauffer des matériaux, c'est presque 14% du CO2, et puis après ça, c'est surtout le chauffage d'une maison et un tout petit peu la clim aujourd'hui. Et donc on se dit, mais c'est bien d'aller faire son petit yo-yo, je veux dire, le gars hurluberlu dans une montagne, je veux dire, c'est là qu'on voit les impasses de l'autonomie. Nous, on se fout de la gueule de nous dans le militantisme, mais on se fout de la gueule de nous derrière la question de l'autonomie. Et à un moment, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, le monde politique, vraiment, moi j'étais je suis un dégoûté du monde politique. C'est vraiment un monde que vraiment je supporte pas. Mais on se dit, il y a un enjeu de 40% du CO2, et c'est le même pourcentage sur la question agricole, en tout cas c'est 20%, sur les déplacements c'est 33%. Donc nous on se dit qu'il y a des énormes enjeux écologiques, et nous sur la question du bâtiment, personne n'en parle. Beaucoup parlent de la question des déplacements, beaucoup parlent de la question de la révolution agricole, de changer nos modes de fonctionnement. Mais personne ne parle de ça. Or, il y a des règles professionnelles qui existent, il y a de la formation qui se met en place, et donc on décide d'interpeller tous les candidats à la présidentielle en 2016, et on les interpelle tous, quoi. Et effectivement, moi j'ai une réponse dans un certain camp, donc c'est ça qui va faire un basculement. Mais dès le départ, j'ai pu garder ma ligne, c'est-à-dire l'autoconstruction avec tous les gens. Parce que la première chose que là-bas, on a un candidat à la présidentielle, bon là je peux le dire clairement, tout le monde sait que c'est Jean-Luc Mélenchon, puisque j'étais candidat un jour plus tard aux élections. C'est écrit dans le livre. Hein. Voilà. Mais parfois quand on donne des conférences gesticulées, on le dit pas tout le temps. Selon le public, on ne dit pas. Et bon, les gens, ça les fait réfléchir, ils se demandent, etc. Parce que parfois on a donné cette conférence gesticulée à des gens dans le bâtiment, voilà, et même parfois à la FFB, tu vois, voilà, avec des gens qui sont des directeurs du monde du bâtiment. Et c'est vraiment cette interpellation qu'on a avec Jean-Luc Mélenchon, qui à la fois est hyper intéressé par cette dynamique. Il va en parler dans plusieurs conférences, à la TV, à la radio, et puis il intègre ça dans son programme au fur et à mesure. Mais très vite, on nous confie, et à l'époque c'est une dame qui me dit, mais essayez de co-construire un programme sur la question du bâtiment. Et moi, je le fais dans la dynamique d'audition et de tout ce qu'on a pu nous découvrir dans notre vie, c'est de se dire, il y a plein de gens qui ont des expériences différentes. Et là, en fait, je vais aller voir des gens qui disent il faut plus construire, des Verts qui disent, des gens de sensibilité écologique, c'est pas les Verts le parti, qui disent non, il faut plus construire, il faut arrêter d'artificialiser des sols. Des gens qui disent il faut construire parce qu'il y a des gens à la rue. Et puis des gens qui disent moi je construis mais je perds mon boulot à cause des travailleurs détachés qui viennent de loin, et j'arrive plus à avoir d'appel d'offres parce qu'il y a des énormes boîtes qui font venir des travailleurs détachés, et puis moi j'arrive plus avec ma petite entreprise, tous les appels d'offres, hein. Et donc j'ai des verts, des rouges, des bruns, en fait, tout ça. Et nous on essaie de co-construire un truc en écoutant les gens à partir de leurs problèmes. Et ça va être super, parce que quand on écoute les gens, en fait il y a que la grosse multinationale qui veut entourlouper tout le monde, que nous on va pas auditionner, c'est ce qui se fait jamais. Et avec ça, on va construire un programme qui va permettre de diminuer de 20% des gaz à effet de serre, qui va permettre, je vais dire, de créer du travail partout, et puis en même temps d'avoir une réflexion sur relocaliser. Nous, par exemple, si on veut faire ça dans les Hautes-Alpes, c'est recréer des centaines d'emplois, parce que voilà, on a du bois, on a de la pierre, on a plein de matériaux crus, quoi. Je veux dire, on a plein de matériaux qui sont pas chauffés, on a des paysans qui font des ballots, on a des carrières de terre où on peut récupérer de la terre. Si on fait ça comme modèle économique, il y a plein de boulot, quoi, dans des campagnes où il y a plus personne, quoi. Et on se dit c'est hyper intéressant, on construit avec les gens qui ont des regards complètement différents sur la vie, et ça c'est pour moi une révélation, parce que ça reprend plein de choses que j'ai eues dans ma vie, quoi. Et là tu viens de parler du chapitre 5, ouais. C'est ça? Justement s'écouter cette idée d'alliance pour construire. J'ai été interpellé, non, c'est juste un petit moment, je pense, important, c'est la rencontre avec Alexandre Duclos. Oui. Justement, cette rencontre qui t'a donné envie d'écouter encore plus. Alexandre, en fait,
je l'auditionne parce que je deviens coordinateur de la planification écologique à la France Insoumise, et on l'auditionne dans une réflexion sur la méthodologie, comment faire. Puis moi j'avais vécu cette expérience de méthodologie, et puis lui il est hyper intéressé par comment on a construit le programme dans le bâtiment. Et puis il me dit, moi j'ai été voir, dès qu'il y avait des problèmes, on me demandait d'intervenir pour une collectivité. Il faut dire qui il est aussi. Il est docteur en anthropologie, docteur en sociologie et en philosophie politique. Et donc c'est un anthropologue. Alors j'ai ma fille qui démarre à ce moment-là des études d'anthropologie. Donc c'est aussi pour moi, je suis intéressé aussi. Voilà, c'est des échos qui se font par rapport à un dialogue qui rentre en lien avec ma fille. Et puis lui, il a une méthode, c'est simplement quand il va quelque part, plutôt que dans tous ces mondes de bureaucratie où on fait des questions fermées, il demande à tous les gens comment ça va. Et toute sa construction, il leur demande comment ça va, c'est quoi. On leur demande par exemple, il y a un problème dans cette EHPAD, personne ne répond à ce qu'on a. On avait pourtant promis, on avait fait des trucs en ligne, on avait fait tout un truc et personne n'utilise l'outil qu'on avait fait. Et puis lui, il va partout en France et il pose la question comment ça va. Et il pose la question aux gens après qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et c'est à partir de ça qu'il donne les solutions, de comment on trouve des solutions par rapport à leurs problèmes, par rapport aux problèmes des institutions, à partir des gens et ce que les gens apportent. Et puis, et donc à partir de là, nous, on a un échange, une co-construction, comme j'ai eu avec Emmanuel, pour essayer de trouver une méthodologie qui va permettre d'écouter les gens, quoi. Et donc, cette personne a une grande influence sur ta direction. Alors, on va écouter la deuxième chanson que vous avez choisi, qui s'appelle l'hymne de nos campagnes, de Trio. Pour quelle raison ? Ça, c'est plutôt une chanson qui symbolise notre arrivée à Éour, où on est sur notre petit nuage, on arrive dans un village écolo, on passe du contre au pour, et c'est un peu une chanson aujourd'hui que je vois avec pas le même regard. Ça, pour moi, aujourd'hui, ça fait un peu plus bisounours, quoi. Mais voilà, à l'époque, on était peut-être un peu bisounours. Moi, je me souviens, c'est à Gorin-Ramcroix que j'écoutais cette chanson à tout casser dans ma maison. On allait quitter ce monde contre pour être pour, quoi. Donc c'est à ce moment-là que je l'écoute à fond. Mais moi aussi, j'ai la même critique par rapport à Vivre de l'autonomie. Moi, Éour, le village où j'habitais, je pourrais en avoir des critiques. Et il y a plein de choses super chouettes qu'on a pu vivre. Mais c'est ce moment, ça D'ailleurs, pour l'anecdote, Trio, me semble-t-il, c'est un de tes élèves qui te l'a fait découvrir. Parce que Michel, quand il était prof en Belgique, il partait de ses élèves, de leurs questions existentielles, et il devait entre autres amener une chanson dont les paroles les interpellaient. Et c'est eux qui construisaient le programme du cours. Dans c'est génial, genre de cours de philo. C'est comme ça que j'ai toujours fait depuis 30 ans, c'est-à-dire que c'est les élèves qui construisent le cours, et c'est leurs questions existentielles, et c'est même tout au long, ils vont tout construire dans leur réflexion existentielle de vie, parce que la philo, c'est eux. Et la philo, ils peuvent... Alors effectivement, ils vont le trouver dans une chanson, ils pouvaient arriver avec quelque chose d'artistique, ils pouvaient jouer un rôle en théâtre pour exprimer des questions existentielles. Et il y a un élève qui m'a c'était pour fait parler découvrir Trio. Voilà. Et donc c'est la redécouverte du coup. Et on va écouter l'hymne de nos campagnes de Trio. Restez avec nous sur KTB Radio. Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones, pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne
l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau. sur la terre, dis-toi qu'au bout Et il y a la mer. et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains Te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey! Et nous sommes de retour sur 4TB Radio, nous sommes dans l'émission Les Arts Locaux en compagnie de Michel Philippot, Emmanuel Philippot, donc co-auteur du livre Récits de vie, un monde à construire ensemble aux éditions 2031, donc un récit autobiographique dans le prolongement de conférences gesticulées, et également Elisa, qui est avec nous, étudiante en anthropologie et Judith, lycéenne. Alors Michel, durant la petite coupure musicale, tu voulais rajouter, tu m'as dit que tu voulais rajouter un petit mot. Non, mais c'est simplement pour poursuivre, c'est-à-dire que cette dynamique d'audition, quand on dit un monde à construire ensemble, c'est comment on va essayer de co-construire en écoutant tout le monde. Voilà, et c'est vraiment une dynamique qui me passionne aujourd'hui, hein. C'est pour ça que je fais des émissions sur KTB. On fait des auditions citoyennes, nous, on en a fait surtout le Buège. Là maintenant on est sur Gap et on part des gens. Mais ça c'est aussi un dialogue avec Elisa, avec ma fille. On a eu plein de copains et de copines à elle qui sont venus faire des auditions, avec qui on a construit. Là demain on va avoir des services civiques parce que l'association, elle est devenue... c'est toujours l'ESA, mais l'acronyme ne vue plus. Lien et écoute sociale pour Agora, quoi. Voilà. Donc, et l'idée, c'est vraiment de partir des gens de partout, de faire des auditions citoyennes partout, en demandant à toutes les personnes comment ça va. Et les gens racontent à partir de comment ça va, ce qui va pas pour eux. Et à partir de là, on leur demande qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce que vous faites vous. Et après, on va faire des petites réunions dans les villages, dans les quartiers, où les gens, on va redire tout ce que les gens ont dit. Et on va écrire des propositions de mesures de territoire, mais c'est eux qui vont les construire tous ensemble au consensus. Là, on a des méthodes. Par exemple, à Laragne, on a fait un truc, on était presque 200, et on a fait des débats mouvants. Et il y avait des gens qui étaient... on avait la thématique du loup avec des gens qui avaient des positions complètement différentes, et un peu sur tous les sujets, puis on essaye de co-construire ensemble, et on fait des débats mouvants, où on essaye de trouver des formulations. C'est quoi un débat mouvant ? Les gens, ils vont... On a une phrase, si les gens sont d'accord, ils vont d'un côté de la pièce, s'ils sont pas d'accord, ils vont de l'autre côté de la pièce, et puis on change la phrase et les gens bougent au fur et à mesure jusque quand à un moment, il n'y a plus personne qui est en tout cas complètement opposé. Parce que c'est une phrase, voilà, on a pu essayer de co-construire quelque chose tous ensemble. Et moi, l'idée, ce qu'on a fait sur le BTP, c'est comment on peut reconstruire ça sur un territoire. Ici, on a un territoire qui a été abandonné. Moi, quand j'étais dans le Val d'Oule, c'est fou. L'école a disparu. Il y a plein de choses qui ont été faites parce qu'on n'a rien construit avec les gens. On aurait pu essayer de construire des choses. Et on voit qu'à ce moment-là, on sait qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Et donc, il y a un monde à construire ensemble. Il y a tellement de belles choses.
voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de passionnant pour moi. Et donc, Elisa et Judith, vous avez lu le livre, je suppose. Quel est votre ressenti de ce livre? Vos parents n'écoutent pas, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et, après, je connaissais déjà l'histoire. C'est vrai qu'il y a certaines choses que je savais pas vraiment. Par exemple, l'histoire du voyage en Roumanie, que je connaissais peu. Mais après, oui, c'est vrai que c'est des histoires... Enfin, on a aussi vécu avec eux, on a bougé avec eux, on a vécu l'autonomie avec eux, on a vécu les différents changements de vie. Mais c'est très beau comme livre. Et d'ailleurs, on a aussi assisté à leur conférence gesticulée. Et non, moi en tout cas, je suis très fière d'eux. Après, je sais pas si on va être tout à fait objectif, puisqu'on est quand même leur fille, mais je pense que c'est un parcours de vie très intéressant et très riche. Et voilà. Et aussi, ça nous a permis d'avoir plusieurs points de vue, parce que déjà, changer, de déménager de Belgique à la France, déjà c'est différent. Puis aussi être dans une école plus privée, mélanger Steiner, Freinet, où c'est une classe unique, et après arriver au collège, lycée public, ou bien changer d'un petit village écologique, Déour, et après passer en ville. Tout ça, ça nous a ramené à vraiment un recul sur comment on vit en société, parce que même si on est en France, on vit complètement différemment en fonction des endroits. Et du coup, c'était aussi super intéressant d'avoir pu vivre ça. Je peux poser une question? Vas-y. Elisa, est-ce que ça a influencé le fait d'avoir vu des gens tellement différents tout le temps, tes études d'anthropologie? Alors oui. Clairement, vraiment. D'ailleurs, au début, je voulais faire plutôt de la philosophie, parce que je m'intéressais aux questions existentielles, les questions de sens, de vie. Mais du coup, j'ai fait une triple licence où il y avait de l'anthropologie, et c'est là que j'ai découvert l'anthropologie. Et en fait, je me suis passionnée des sociétés humaines, et en fait, j'avais vraiment cette envie de comprendre, de connaître ce qui m'entoure, et pas que rester enclavée dans ma petite vie, dans mon petit territoire, voilà. Alors Michel et Emmanuel, quels sont vos projets futurs? Alors, un deuxième livre? Peut-être. Moi j'adore écrire, en tout cas. Moi j'ai un projet de livre sur les auditions citoyennes. Quand on aura, là on a fait le Buèche, là l'idée, moi, pour le moment, c'est de démarrer. Donc en fait on a fait presque 3000 auditions sur le Buèche. On a fait des auditions on a fait des agoras presque dans tous les villages. On a été jusque Veynes, on n'a pas été au-delà. On n'a pas encore fait la Baume et la Haute-Baume, c'est un des seuls villages qu'on n'a pas fait. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. Et là, l'idée, c'est qu'on va démarrer ça à Gap, mais l'idée, c'est de le faire avec plein de gens et de faire un peu un effet boule de neige avec, parce que là, on a plein de personnes dans l'association qui veulent essayer de faire une dynamique pour que non ce soit plus nous qui allons simplement auditionner, mais peut-être même les gens d'un quartier qui auditionnent eux-mêmes leur quartier. Et l'idée, c'est d'avoir plein de groupes autogérés. Et notre objectif, c'est de faire une énorme fête à fin juin, à Gap, où on va avoir toutes les thématiques qui sont abordées. Parce que quand on a fait une fête à Laragne, on l'a fait sur se nourrir. Et l'idée, c'est de faire sur toutes les questions qui sont posées avec... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent on ne trouve pas de travail au pays, ou ça ne correspond pas, ou il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur la question du travail, mais du logement, de se nourrir. Et en fait, c'est les grandes questions de vie. Et l'idée, c'est qu'on va faire se déplacer. Beaucoup de gens disent ou la santé, parce que ici, il y a des gens qui ne trouvent pas à se nourrir, et travailler avec eux, vraiment pour qu'ils construisent des réflexions de mesures de territoire. Et ça je le fais pour bien comprendre de manière associative, parce que tout le monde, c'est comme je vous ai dit, j'étais candidat aux élections législatives, mais vraiment je mets ça de côté, et l'idée c'est de construire avec d'autres personnes, je veux dire avec des personnes même qui pensent pas comme moi, etc. Et l'idée c'est de co-construire pour avoir une réflexion territoriale avec toutes les personnes, etc., dans une structure associative. Et donc je suis salarié par une association pour pouvoir faire ça. D'abord, je fais un appel, on cherche des jeunes en service civique. Tu peux donner ton numéro si tu veux. 07 85
30 30 57. Là, si une personne peut vous aider Voilà. sur ce chemin, dans vos convictions et voilà, partager avec c'est vous pour un écouter bout les d'un gens. bout de chemin. Ouais. C'est pour écouter les gens, voilà, surtout. Tu peux parler du Rubik's Cube des luttes ou c'est... Alors en fait, souvent, ce que j'explique, c'est un casse-tête chinois, je sais pas si vous connaissez, avec toutes les couleurs. Et souvent, j'explique, c'est que souvent dans les vies, on veut faire gagner une lutte. C'est-à-dire, dans le bâtiment, pour reprendre cet exemple, on va faire la couleur rouge, quoi. Je veux dire, voilà, la question, ça va être la lutte des travailleurs, et voilà, pour qu'ils puissent gagner ça, je veux dire, et voilà. Ou par exemple, parce qu'il y a des gens à la rue, voilà, c'est la lutte qu'on va avoir. Mais oui, mais d'un autre côté, il y a peut-être, il y a des milliers de luttes différentes, et moi, l'idée, c'est de faire gagner les jaunes, les verts, les rouges, etc., et toutes les couleurs, pour qu'ensemble, on puisse faire gagner toutes les batailles. Et ça, c'est vraiment, tout à l'heure, ce que j'avais expliqué dans le bâtiment, mais ça vaut dans tous les sujets de l'agriculture, etc. C'est comment on va faire. À la fois, aujourd'hui, je prends un exemple. Il y a plein de paysans, il y a plein de paysans ici qui galèrent, qui n'arrivent même pas à vivre avec 500 ou avec 700 ou avec 1000 euros, quoi. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui n'arrivent pas à bouffer. Et puis, et comment on pourrait, tous ensemble, avec des parcours complètement différents, ben oui, ils sont obligés d'acheter même des produits qui sont moins chers, qui viennent de l'autre côté de la planète. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont faites pour que, il y a une nouvelle loi qui va sortir pour ouvrir encore plus les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Eh bien, l'idée, c'est comment on va mettre sur se nourrir tout le monde en face pour que les paysans soient contents locaux, pour que des gens qui disent il faut arrêter les pesticides, ils soient contents. Et comment on va construire avec tous des gens qui ne se parlent pas. Mais peut-être qu'on va essayer de les faire parler tous ensemble pour qu'ils puissent construire quelque chose de super. Et en fait, là, je mens pas. Une fois qu'on construit tous ensemble, il n'y a qu'un seul truc qui nous gouverne du matin au soir, c'est ces multinationales et quelques milliardaires qui possèdent les médias et qui possèdent tout. C'est à un moment où on va s'opposer à ces gens-là parce qu'on va tous construire des choses ensemble et notre monde, il sera beau, quoi. Écoutons-nous. Voilà. Et maintenant, on va écouter une troisième chanson, la troisième et dernière chanson que vous avez choisie, qui s'appelle le chanteur, pardon. C'est un chanteur ou un groupe ? Ça a été tellement repris, c'est plutôt groupe, une chanson populaire. C'est plutôt un groupe. Ouais. Quilapayún. Donc là, je pense que vous allez m'aider pour le titre de la chanson. C'est El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. C'est plus facile en français, pour moi en tout cas. Pourquoi vous avez choisi cette chanson ? Tout le monde en général essaye de faire ces petits côtés partisans, c'est-à-dire une phase d'un Rubik's Cube de leur combat. Et l'idée, c'est comment on peut, quand on a écouté tous les gens de partout, comment on peut tous les unir pour à un moment avoir un gouvernement de l'Union populaire, c'est ça que je veux dire, un gouvernement où on unit tout le monde, quoi. Comme vous faites la radio du peuple, vous écoutez tout le monde, etc. C'est vraiment un des premiers balbutiements, quoi. Voilà, comment le peuple uni jamais ne sera vaincu. Alors c'est toute l'histoire de l'Amérique latine qui à un moment, je vais dire, essaye d'unir tous les combats et essayer de faire autre chose. Mais nous, effectivement, c'est autre chose à inventer, quoi. Mais je sais pas quoi. Mais voilà. Et nous écoutons tout de suite Quilapayún sur KTB Radio, la radio du peuple. Tous les mercredis et les samedis à 17h, retrouvez l'émission Comment ça va, présentée par Michel Philippot. En compagnie de ses invités, Michel Philippot abordera les thèmes sociaux, économiques ou encore politiques. Comment ça va ? C'est tous les mercredis et les samedis à 17h sur KTB Radio. Stop.
sommes de retour sur KTB Radio. Alors, pour terminer et conclure cette émission, j'aimerais laisser la parole à la jeune génération. Voilà, si vous avez quelque chose à dire, tout simplement, concernant le thème de l'émission ou non, sur le sujet de votre choix, par exemple les problèmes politiques qui peut être abordé, écologiques. Moi, je pense que je fais partie d'une jeunesse qui est assez perdue quand même. Enfin, j'ai pas forcément d'éclairage quant à l'avenir. Je sais pas si le monde qui nous a... Enfin, j'ai pas une vision pessimiste, mais j'ai pas non plus une vision optimiste dans le sens où je pense qu'on est une génération assez perdue et assez culpabilisée sur tout ce qui se passe quant à l'environnement et tout ça. Donc voilà. Bah, moi aussi, j'ai pas vraiment de réponse à la question parce que dans tous les cas, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de... il faut faire ça et que ça, et c'est comme ça. Je pense que c'est très complexe et je pense que oui, c'est un discours qu'on doit avoir tous ensemble, qu'on doit s'écouter, on doit avoir des débats, on doit faire bouger les choses et je pense que oui, c'est de l'action. Après, je pense que dans nos sociétés occidentales où il y a un discours plutôt capitaliste, on rentre dans une boucle où c'est plutôt de l'autodestruction. Du coup, il faudrait sortir un peu de ces discours où on pousse à la consommation, on pousse à la destruction des sols, de ce qui nous entoure, pour partir plus, oui, des gens, de l'autoproduction, mais aussi s'écouter et... Voilà quoi. Et voilà, on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de KTB Radio. Et merci à KTB Radio, parce que c'est vraiment aussi, dans plein d'émissions que j'écoute sur la télé qui est pas celle du peuple, on donne pas la parole aux gens, nulle part, on coupe la parole, et tout est fait pour que les gens disent ce qu'on a envie de dire. Et bravo à toutes ces initiatives, ces vraies initiatives où c'est la seule vraie radio, quoi. Voilà. Bon, vraie radio, comme plein d'autres essayent de faire à plein d'endroits, c'est pas la seule, mais je veux dire qui partent des gens, qui les écoutent et qui créent des choses, quoi. Voilà. Ben voilà, nous c'est notre idée, faire parler les gens tout simplement de leur activité, de ce qu'ils font, ou même les coups de gueule, les coups de blues, les coups de cœur. Je pense que c'est important. On veut rester dans cette optique d'humanité, on va dire, et de peuple. Voilà. Et ben merci à vous quatre d'être venus sur le KTB Radio. Alors je rappelle que vous pouvez télécharger l'application gratuite KTB Radio depuis Play Store pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions en un seul clic à toute heure du jour ou de la nuit, que vous soyez dans le train ou dans un bus. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission Les Arts Locaux, avec pour invité Michel Philippot, Emmanuel Philippot, Judith et Elisa. Oui, Michel, tu me Non, je veux dire que c'est qu'ils peuvent aussi... le livre, ils peuvent se le procurer. Il est toujours en vente. Construire, oui. Voilà, c'est ça. Et du coup, comment on peut se le procurer? Très bien. Sur le site des éditions 2031. D'accord. Voilà, on peut le commander sur le site des émissions 2031. Un monde à construire ensemble. Et puis nous, on va vous en laisser certains si jamais vous voulez faire à un moment un petit jeu, un truc. Ou on va faire un petit jeu. Un jeu concours Noël, par exemple. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Merci. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.